La calèche filait sur la route poussiéreuse lorsqu'il aperçut la silhouette chancelante au bord du chemin. Une enfant seule, trop maigre pour tenir debout, mais qui essayait pourtant de marcher. Le duc ordonna de s'arrêter. Il ne savait pas pourquoi. Cela faisait des années qu'il ne s'arrêtait pour rien, et encore moins pour quelqu'un. Quand il descendit, la fillette le dévisagea avec des yeux caves, presque éteints. Il lui demanda ce qu'elle faisait là. La réponse vint faible mais claire. « Monsieur, je n'ai plus nulle part où aller. » Et avant qu'il ne puisse répondre, elle s'effondra dans ses bras. C'est alors qu'il vit, pendant à son cou, sali de boue et de sueur, un collier délicat, ancien, orné d'une pierre vert d'eau qu'il ne connaissait que trop bien. Le cœur du duc s'arrêta. Ce collier, il le lui avait offert des années auparavant, à une époque où il croyait encore que l'amour pouvait tout vaincre. Mais maintenant, sur cette route déserte, au cou d'une enfant noire au seuil de la mort, le collier était revenu, et avec lui, quelque chose que le duc pensait avoir enterré pour toujours. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie vous offrait une seconde chance au moment où vous vous y attendiez le moins, laissez un pouce bleu pour que des histoires de fiction comme celle-ci continuent d'être racontées. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre des récits de rédemption, d'amour et de recommencement impossible nés des cendres du passé. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que certaines personnes entrent dans notre vie pour nous sauver de nous-mêmes? Préparez-vous, car ce qui s'est passé après cette rencontre a tout changé. Le duc Henri de la Rochefoucauld n'était pas un homme mauvais, mais il n'était pas bon non plus. Il était simplement vide. Voilà 3 ans qu'il vivait seul dans son immense domaine en plein cœur de la Touraine, entouré de terres qui ne produisaient plus rien d'autre que du silence. L'abolition avait été décrétée, les ouvriers agricoles étaient partis, et il s'était retrouvé sans fonction, sans raison d'être, sans volonté. Il se réveillait chaque jour avec la même sensation, celle d'avoir perdu quelque chose d'essentiel et de ne jamais pouvoir le retrouver. Il ne buvait pas, ne cherchait pas de compagnie, il existait simplement comme un meuble oublié dans un coin du salon. Les quelques domestiques qui restaient, 2 tout au plus, évitaient de croiser son regard. Il savait qu'à l'intérieur, il n'y avait personne, seulement l'écho d'un homme qui avait renoncé. Cet après-midi-là, Henri était sorti uniquement parce que le médecin avait insisté « Vous devez prendre l'air, votre Excellence, il n'est pas sain de rester ainsi enfermé. » De l'air, comme si cela pouvait résoudre quoi que ce soit. Il monta dans la calèche sans destination, ordonnant au cocher de suivre la vieille route, celle qui traversait la campagne et ne menait nulle part. C'était parfait. Lui non plus n'allait nulle part. Le paysage défilait, monotone. Terre sèche, clôtures effondrées, broussailles envahissant tout. Le monde après l'abolition ressemblait à un tableau inachevé. Tous étaient partis, et ceux qui restaient ne savaient que faire de leur liberté. Henri regardait par la fenêtre sans vraiment voir, jusqu'à ce qu'il la voie. Au début, ce ne fut qu'une ombre, une forme tordue sur la ligne d'horizon, mais l'ombre chancela, et il comprit. C'était une enfant. « Arrêtez !» Le cocher tira sur les rênes, effrayé. Cela faisait des mois que le duc n'avait pas donné un ordre sur ce ton. Henri descendit de la calèche avant même qu'elle ne soit complètement immobilisée. Ses souliers s'enfoncèrent dans la poussière de la route, mais il ne le remarqua même pas. Ses yeux étaient fixés sur la fillette. Elle devait avoir une 10aine d'années, peut-être moins. Maigre, d'une fragilité qui faisait mal à voir. Sa robe, si l'on pouvait appeler cela une robe, était déchirée, sale, marquée par la route. Ses pieds nus étaient blessés par une longue marche, mais ce qui retint vraiment l'attention d'Henri, ce fut son regard. Il n'y avait ni peur, ni supplication, seulement de la fatigue. Le genre de fatigue qui ne vient pas d'une mauvaise nuit, mais d'une vie entière à porter un fardeau trop lourd. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. « Que fais-tu ici » demanda-t-il. Sa propre voix lui parut étrange. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas vraiment parlé à quelqu'un. La fillette le dévisagea. Un instant, Henri crut qu'elle allait s'évanouir sur place, mais elle ouvrit la bouche et les mots sortirent, faibles, presque un murmure. « Monsieur, je n'ai plus nulle part où aller. » Et puis elle tomba,
Henri bougea par instinct, rattrapant la fillette dans ses bras avant qu'elle ne heurte le sol. Elle était trop légère, effroyablement légère, comme s'il n'y avait rien dans ce corps que de l'air et de la douleur. Il resta là, immobile, tenant l'enfant évanoui sans savoir quoi faire. C'est alors qu'il vit le collier. Il pendait à son cou, à moitié caché par le tissu sale de la robe. Délicat, ancien, une fine chaîne d'argent ternie, mais encore reconnaissable. Et au centre, une petite pierre vert d'eau taillée à la main avec une fissure sur le côté. Henri sentit l'air lui manquer. Ce collier, il le connaissait. Il avait été à lui, ou plutôt, à elle. Le nom lui vint à l'esprit comme un coup de poignard. Jeanne, Jeanne, la femme qu'il avait affranchie. Jeanne, la femme qu'il avait aimée en secret. Jeanne, qui était partie et n'était jamais revenue. Henri avait acheté ce collier lors d'une vente aux enchères à Chinon, des années auparavant. Une pièce rare, œuvre d'un artisan italien. Il le lui avait offert le soir où il avait signé son acte d'affranchissement. « Maintenant, tu es libre », lui avait-il dit en lui passant le collier autour du cou. « Ceci est pour que tu te souviennes que tu l'as toujours été. » Elle avait souri, elle avait pleuré. Et puis, elle était partie. Il ne l'avait jamais revue. Et maintenant, là, sur cette route poussiéreuse, au cou d'une enfant noire si fragile qu'elle semblait sur le point de s'évanouir, le collier était revenu. Henri regarda le visage de la fillette. Elle était inconsciente, sa respiration faible et irrégulière. Mais même dans son inconscience, il y avait quelque chose en elle qu'il reconnaissait. La forme du visage, la courbe du nez, la couleur de sa peau, ce ton chaud de terre mouillée sous le soleil. Et la vérité s'abattit sur lui comme un poids insupportable. Cette fillette était la fille de Jeanne. Ce ne pouvait être que ça. Henri resta là, tenant l'enfant, tandis que le monde autour de lui semblait s'effondrer en silence. Jeanne avait eu une fille. Et maintenant, cette fille était là, seule, affamée, au seuil de la mort. Il ne savait pas comment, il ne savait pas pourquoi, mais il savait une chose. Il avait failli à Jeanne, il ne faillirait pas à sa fille. Henri se tourna vers le cocher, qui observait la scène en silence, bouche bée. « Rentrez à la maison, maintenant. » Le cocher hocha la tête, encore confus. « Votre Excellence, vous allez... Je l'emmène avec moi. » Et appelez le médecin dès notre arrivée. Le cocher hésita, mais obéit. Henri monta dans la calèche, tenant la fillette dans ses bras. Elle était trop légère, trop fragile, mais elle était encore en vie. Et tandis que la calèche repartait, Henri regarda le collier au cou de l'enfant. Ce collier était revenu à lui, et avec lui, quelque chose qu'il croyait avoir perdu pour toujours, une raison de continuer à vivre. Le domaine du duc Henri de la Rochefoucauld n'avait pas connu d'agitation depuis des années. Les fenêtres restaient closes, les couloirs vides résonnaient de pas qui ne venaient jamais, et la cuisine ne produisait que le strict minimum pour maintenir un homme en vie, mais pas vraiment vivant. Cet après-midi-là, cependant, tout changea. Lorsque la calèche franchit le portail principal à une vitesse inhabituelle, les deux domestiques restants, Madame Hélène, la cuisinière, et Julien, le gardien, sortirent de la maison en courant, alarmés. Le duc ne rentrait jamais précipitamment. Le duc ne rentrait jamais avec l'urgence dans les yeux, mais il était là, descendant de la calèche, avec une enfant inconsciente dans les bras. « Ah, Madame Hélène !» cria Henri, et la femme faillit trébucher sur ses propres pieds. Cela faisait 3 ans qu'il ne l'avait pas appelée par son nom. Préparez le lit de la chambre d'amis, de l'eau chaude, des serviettes propres, et dites à Julien d'aller chercher le docteur Lemoine. Maintenant !» La cuisinière resta paralysée un instant, regardant la fillette dans les bras de son maître, une enfant noire, maigre, sale, ne tenant qu'à un fil. « Madame Hélène !» répéta Henri, la voix brisée cette fois. « S'il vous plaît. » Ce fut le « s'il vous plaît » qui la fit bouger. Henri monta les escaliers, portant la fillette avec un soin qu'il ne se savait plus capable d'avoir. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente, non pas à cause du poids physique de l'enfant, elle était trop légère, mais à cause du poids émotionnel qu'il portait. Le collier se balançait doucement à son cou à chaque pas.
Jeanne, le nom revenait sans cesse, comme une prière qu'il ne parvenait pas à terminer. Il entra dans la chambre d'Amy, une pièce inutilisée depuis si longtemps que l'odeur de renfermé s'était installée dans les rideaux. Mais le lit était propre. Madame Hélène gardait toujours tout prêt, même en sachant que personne ne viendrait. Henri déposa délicatement la fillette sur les draps blancs. Elle y paraissait encore plus petite, comme si le monde autour d'elle était trop grand pour elle. Il resta debout près du lit, regardant ce petit visage marqué par des privations qu'aucun enfant ne devrait connaître. Et alors, pour la première fois depuis des années, Henri sentit quelque chose traverser le vide en lui. Ce n'était pas du bonheur, ni du soulagement, c'était un but. Madame Hélène entra dans la chambre, apportant une bassine d'eau tiède, des linges propres et une carafe d'eau. Julien était parti au galop vers la ville chercher le médecin. « Votre Excellence, dit-elle avec hésitation, qui est cet enfant ?» Henri ne répondit pas tout de suite. Il continuait de regarder l'enfant comme s'il essayait de déchiffrer un ancien mystère. « Je ne sais pas, dit-il enfin. C'était la vérité. Mais je dois le découvrir. » Madame Hélène trempa un linge dans l'eau et commença à nettoyer délicatement le visage de la fillette. La saleté partait peu à peu, révélant des traits délicats, presque angéliques. « Elle a de la fièvre, » murmura la cuisinière, « et elle est si maigre, Dieu seul sait quand elle a mangé pour la dernière fois. » Henri serra les poings. La colère, une émotion qu'il croyait avoir perdue, commença à monter dans sa poitrine. Comment en était-elle arrivée là? Où était Jeanne? Pourquoi sa fille était-elle seule sur la route, mourant de faim? Les questions le brûlaient, mais il n'y avait pas de réponse. Pas encore. À cet instant, la fillette bougea légèrement. Ses yeux s'ouvrirent lentement, encore troubles, désorientés. Elle regarda autour d'elle, sans comprendre où elle était. Puis, ses yeux rencontrèrent ceux d'Henri, et il y vit de la peur. « Calme-toi, dit-il, et sa voix sortit plus douce qu'il ne l'aurait cru. Tu es en sécurité, personne ne te fera de mal ici. » La fillette cligna des yeux, confuse, tenta de s'asseoir, mais son corps n'obéit pas. Elle était trop faible. « Où suis-je » murmura-t-elle, la voix rauque. « Chez moi, » répondit Henri. « Tu t'es évanoui sur la route. Je t'ai amené ici. » La fillette regarda de nouveau autour d'elle, avec plus d'attention cette fois. La chambre était grande, propre. Les murs étaient ornés de tableaux. Il y avait des rideaux de velours. C'était plus de luxe qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. « Je ne peux pas rester ici, » dit-elle en essayant de se relever à nouveau. Henri s'approcha, mais sans la toucher, restant juste assez près pour qu'elle sache qu'il n'allait pas partir. « Si, tu le peux, » dit-il, « et tu resteras jusqu'à ce que tu ailles mieux. » La fillette le dévisagea, comme pour essayer de comprendre si c'était réel ou juste un autre rêve cruel. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Et il y avait tant de méfiance dans ce mot que cela fit mal. Henri ne sut que répondre. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le collier, parce qu'il avait aimé sa mère, parce qu'il avait échoué une fois et n'allait pas échouer à nouveau. Mais rien de tout cela ne pouvait être dit. Pas encore. Alors il dit la seule vérité qu'il put trouver, parce que tu en as besoin. La fillette resta silencieuse un long moment, puis lentement, elle laissa son corps se détendre sur le lit. Non par confiance, mais par pur épuisement. Madame Hélène lui offrit de l'eau. La fillette but lentement, comme si elle craignait qu'on la lui retire à tout moment. « Comment t'appelles-tu » demanda Henri. La fillette hésita, puis répondit tout bas. « Clara. » Clara. Le nom résonna en Henri comme une cloche lointaine. Clara. Il ne savait pas si Jeanne avait choisi ce nom, s'il avait une signification, mais d'une certaine manière, il semblait juste. Lumière, clarté, quelque chose qui perce l'obscurité. « Clara », répéta-t-il. Et pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il disait quelque chose qui comptait. « Tu es chez toi, maintenant. » La fillette ne répondit pas. Elle ferma simplement les yeux à nouveau, laissant la fatigue la ramener au sommeil. Mais avant de s'endormir complètement, sa main monta instinctivement jusqu'au collier à son cou, et Henri le vit.
Ce simple geste de toucher le collier comme on touche un souvenir disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ce collier signifiait aussi quelque chose pour elle. Et il allait découvrir quoi? Plus tard, lorsque le médecin arriva enfin et examina Clara, le diagnostic fut direct. Dénutrition sévère, déshydratation, épuisement extrême. Quelques jours de plus sur la route et elle n'aurait pas survécu. Henri écouta en silence, ressentant chaque mot comme une accusation. « Va-t-elle s'en remettre ?» demanda-t-il. Le médecin hésita. « Si elle est bien soignée, oui, mais cela prendra du temps et beaucoup d'attention. »« Elle les aura, » répondit Henri sans hésiter. Le médecin le regarda avec surprise. Il connaissait le duc depuis des années. Il savait qu'il s'était transformé en l'ombre de lui-même. Mais là, à cet instant, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qui semblait vivant. Cette nuit-là, Henri resta assis sur une chaise à côté du lit de Clara, la regardant dormir. Madame Hélène avait apporté de la soupe. Julien avait allumé un feu dans la cheminée. La maison, pour la première fois depuis des années, semblait habitée. Et Henri, pour la première fois depuis des années, sentit qu'il avait une raison d'être en vie. Il regarda le collier au cou de la fillette. « Jeanne, où es-tu » murmura-t-il au silence. « Que t'est-il arrivé » Mais le silence ne répondit pas. Seul le collier brillait faiblement à la lueur du feu, gardant des secrets qui devaient encore être révélés. Clara se réveilla le lendemain, encore confuse. Un bref instant, elle crut que tout avait été un rêve. L'homme sur la route, la calèche, cette chambre immense. Mais quand elle ouvrit les yeux et vit le haut plafond, les lourds rideaux et la douce lumière filtrant par la fenêtre, elle comprit que c'était réel, et cela l'effraya plus que n'importe quel cauchemar. Elle avait appris au cours de ses 10 années de vie que rien de bon ne durait, que la gentillesse avait toujours un prix, que les hommes puissants n'aidaient pas les enfants comme elle, sans vouloir quelque chose en retour. Alors, elle resta allongée, immobile, attendant le moment où la vérité éclaterait. Mais ce qui vint fut seulement Madame Hélène, apportant un plateau avec du porridge chaud, du pain frais et du thé. « Bonjour, petite », dit la cuisinière avec un sourire fatigué mais sincère. « Il faut que tu manges doucement, d'accord ? Ton estomac ne supportera pas grand-chose d'un coup. » Clara regarda la nourriture comme si c'était une illusion. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu une chose pareille, de la vraie nourriture, servie avec soin sur un plateau propre. « Tu peux manger » insista Madame Hélène. « Personne ne te le prendra. » Et ce fut cette phrase « Personne ne te le prendra » qui fit réaliser à Clara à quel point elle avait peur. Elle mangea lentement, savourant chaque cuillerée comme on tient quelque chose de trop précieux pour exister. Henri passa toute la journée à essayer de comprendre quoi faire. Il ne savait pas s'occuper des enfants, ne savait pas quoi dire, ne savait pas comment agir, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Il passa plusieurs fois devant la porte de sa chambre, s'arrêtant toujours avant d'entrer, hésitant, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. Qu'allait-il lui dire ? « J'ai connu ta mère. Ce collier que tu portes a appartenu à quelqu'un que j'ai aimé. Tu portes à ton cou le seul souvenir qui me reste d'un amour que je n'ai pas eu le courage de vivre jusqu'au bout. Non, rien de tout cela ne pouvait être dit. Pas encore. » Alors il se contentait d'observer de loin, pendant que Madame Hélène s'occupait d'elle, que Julien apportait du bois pour chauffer la chambre, que la maison, peu à peu, reprenait vie. Et Henri sentait quelque chose d'étrange se produire en lui. Il avait peur. Peur que Clara aille mieux et parte. Peur qu'elle lui demande qui il était et qu'il ne sache pas répondre. Peur qu'elle ne lui fasse jamais confiance. Mais par-dessus tout, peur d'échouer à nouveau. Le 3e jour, Clara réussit à s'asseoir seule dans son lit. Ses forces revenaient lentement, comme une plante qui serait restée trop longtemps sans eau et qui enfin recevait des soins. Madame Hélène lui avait apporté des vêtements propres, d'anciennes robes ayant appartenu à une parente éloignée du duc et qui étaient rangées depuis des années. Elles étaient trop grandes pour Clara, mais elles étaient propres, chaudes et sentaient la lavande.
Clara toucha le tissu avec révérence, comme si elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. « Tu peux les mettre, » dit Madame Hélène. « Elles sont à toi maintenant. » À elle? Clara n'avait jamais rien eu qui soit à elle. Tout avait toujours appartenu à quelqu'un. Tout pouvait toujours lui être retiré. Mais là, dans cette chambre, avec cette femme aux yeux doux, elle commença à croire, juste un peu, que les choses pouvaient peut-être être différentes. C'est cet après-midi-là qu'Henri entra enfin dans la chambre. Il frappa à la porte d'abord, attendant la permission, comme si Clara était une invitée d'honneur et non une enfant sauvée du seuil de la mort. « Entrez », dit-elle tout bas. Henri ouvrit la porte et resta là, ne sachant que faire de ses mains. C'était un homme habitué à donner des ordres, à gérer des domaines, à négocier des contrats. Mais là, devant cette petite fille effrayée, il n'était qu'humain. « Ah, comment vas-tu » demanda-t-il. « Mieux », répondit Clara, et c'était vrai. Ses joues avaient retrouvé un peu de couleur. Ses yeux n'étaient plus aussi caves. Henri hocha la tête, ne sachant que dire ensuite. Le silence s'installa entre eux. Pas un silence pesant, mais un silence plein de questions non posées. Puis Clara demanda « Pourquoi m'avez-vous amené ici, monsieur ?» Henri hésita. C'était la question qu'il savait qu'elle poserait, mais pour laquelle il n'avait pas encore de réponse complète. « Parce que tu avais besoin d'aide, » dit-il. C'était vrai, mais ce n'était pas tout. Clara le dévisagea, et il vit dans son regard quelque chose qui le surprit. De la méfiance, oui, mais aussi de l'espoir, comme si elle voulait croire, comme si elle était fatiguée de ne faire confiance à personne. « Et vous allez me renvoyer ?» demanda-t-elle. Et il y avait tant de peur dans cette phrase qu'Henri sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Non, » répondit-il fermement. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras. » Clara baissa les yeux, digérant l'information. Puis, lentement, sa main monta jusqu'au collier à son cou. Henri le vit, et son cœur s'emballa. « Ce collier, » commença-t-il, essayant de paraître désinvolte. « D'où le tiens-tu » Clara serra la pierre vert d'eau entre ses doigts, comme on tient quelque chose de sacré. « C'était à ma mère, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « C'est la seule chose qui me reste d'elle. » Henri déglutit. « Ta mère, elle est morte, » compléta Clara, et une larme coula sur sa joue. « Il y a 2 ans. » 2 ans. Henri sentit le monde s'effondrer autour de lui. Jeanne était morte. La femme qu'il avait aimée, la femme qu'il avait affranchie, la femme qui était partie et n'était jamais revenue, morte. Et il ne l'avait jamais su. Henri dut se retenir pour ne pas s'effondrer sur place. Il serra les poings, respira profondément et força sa voix à rester calme. « Et tu es resté seul après ça ?» Clara hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. « Elle a réussi à me protéger tant qu'elle était en vie. Mais après, on m'a reprise. On m'a négocié. » Le mot tomba comme un coup de poing dans l'estomac d'Henri. « Comment ça, négocier ?» demanda-t-il, sentant la colère monter. « L'abolition a déjà eu lieu. C'est illégal. » Clara eut un sourire triste, de ceux que seuls ceux qui ont connu le pire du monde peuvent avoir. « Vous croyez que tout le monde respecte la loi, monsieur ?» Et dans cette simple phrase, Henri comprit. La liberté sur le papier ne signifiait pas la liberté dans les faits. Clara continua. « J'ai été livré illégalement à un homme qui avait une plantation loin d'ici. Il disait que j'allais payer ma dette, mais je ne devais rien. J'existais, c'est tout. » Henri ferma les yeux, essayant de contrôler la fureur qui brûlait en lui. « Et comment t'es-tu échappé ?»« Je me suis enfui, » dit simplement Clara. « Une nuit, quand il avait trop bu et s'était effondré. J'ai marché pendant des jours, sans nourriture, sans savoir où j'allais, juste marcher. » Elle regarda Henri, et il y avait quelque chose de dévastateur dans son regard. « Jusqu'à ce que vous apparaissiez. » Henri resta silencieux un long moment. Puis, lentement, il s'agenouilla près du lit, se mettant à la hauteur des yeux de Clara. « Écoute bien ce que je vais te dire, » dit-il, et sa voix était ferme mais douce. « Tu ne seras plus jamais négocié.
Tu ne t'enfuiras plus jamais, et tu ne marcheras plus jamais seul. » Clara cligna des yeux, surprise. « Tant que tu seras ici, tu seras libre pour de vrai, tu comprends. » Les larmes revinrent dans ses yeux, mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais des larmes de soulagement. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle. Henri secoua la tête. « Ne me remercie pas. Reste, et laisse-moi prendre soin de toi. » Clara hocha la tête, incapable de parler. Et Henri, en sortant de la chambre, sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Le sentiment que sa vie avait enfin un nouveau but. Les jours qui suivirent apportèrent une transformation silencieuse à la maison du duc. Clara reprenait des forces peu à peu, mangeait 3 fois par jour, ce qui lui semblait un miracle. Elle dormait dans des draps propres, se réveillait sans craindre d'être arrachée de son lit. Et Henri, pour la première fois depuis des années, avait une routine qui ne tournait pas uniquement autour du vide. Il se levait tôt, demandait à Madame Hélène comment Clara avait passé la nuit, vérifiait si elle avait besoin de quelque chose. Parfois, il restait simplement planté devant la porte de sa chambre, sans oser entrer, mais ayant besoin de savoir qu'elle était toujours là. Madame Hélène observait tout avec un mélange de surprise et de tendresse. Elle avait vu son maître dépérir pendant des années. Elle avait vu l'homme qu'il était se transformer en une coquille vide. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Il y avait de la vie. « Il est en train de revenir », commenta-t-elle à Julien un après-midi en préparant le dîner. « Qui donc, Madame Hélène ?»« Le duc, l'homme qu'il était, avant de tout abandonner. » Julien se contenta d'hocher la tête. Lui aussi l'avait remarqué, et il espérait secrètement que cette fillette resterait. La 2e semaine, Clara pouvait déjà marcher dans sa chambre. La 3e, elle descendit les escaliers pour la première fois. Henri était dans la bibliothèque quand il entendit les pas légers et hésitants dans le couloir. Il se leva, sortit et la vit, là, arrêtée au milieu de l'escalier, regardant autour d'elle comme si elle était dans un palais enchanté. « Tout va bien ?» demanda-t-il en montant quelques marches pour se rapprocher. Clara hocha la tête mais semblait encore effrayée. « Je n'avais jamais vu une maison comme ça, » dit-elle tout bas. « C'est si grand et si beau. » Henri regarda autour de lui, essayant de voir la maison à travers ses yeux. Cela faisait si longtemps que cet endroit n'était pour lui qu'une prison silencieuse. Mais maintenant, en voyant l'éclat dans les yeux de Clara, il réalisa. Peut-être y avait-il encore de la beauté ici. Il avait juste oublié de la chercher. « Tu veux visiter le reste ?» proposa-t-il. Clara hésita, puis acquiesça. Et ainsi, pour la première fois, Henri fit visiter la maison à quelqu'un. Il lui montra la bibliothèque, la salle à manger, le jardin d'hiver envahi par les mauvaises herbes. Il lui montra des portraits d'ancêtres qu'il n'avait jamais pris la peine d'expliquer. Et Clara écoutait tout avec une attention qu'il n'avait jamais reçue de personne, comme si chacune de ses paroles était importante, comme s'il était important. À cette époque, juste après l'abolition, la France vivait un moment étrange. L'esclavage avait été aboli sur le papier par le décret de 1848. Mais dans la pratique, le pays ne savait que faire des millions de personnes déclarées libres du jour au lendemain. Il n'y avait pas de travail garanti, pas de terre, rien d'autre qu'une signature sur une loi que beaucoup refusaient de respecter. Dans les plantations des colonies, où la surveillance était inexistante, l'exploitation continuait. Elle changeait de nom. Ce n'était plus de l'esclavage, c'était un contrat de service, un remboursement de dettes, une faveur en échange de nourriture. Mais le résultat était le même. Des personnes noires restaient piégées, travaillant jusqu'à l'épuisement, sans aucun droit. Clara avait été l'une d'elles. Et Henri, en écoutant son histoire par bribes, lentement au fil des conversations qu'il commençait à avoir, comprit que la liberté qu'il avait donnée à Jeanne des années auparavant n'avait pas suffi. Car libérer quelqu'un dans un monde qui n'était pas prêt à l'accueillir, c'était presque comme l'abandonner. Et c'est ce qu'il avait fait. Il avait signé l'acte d'affranchissement, lui avait donné le collier et avait laissé Jeanne partir, pensant faire ce qu'il fallait, mais il ne l'avait pas protégée. Il n'avait pas garanti qu'elle serait en sécurité. Et maintenant,
En regardant Clara, il voyait le prix de cette liberté incomplète. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin, Clara s'arrêta devant un rosier sauvage qui avait poussé de manière incontrôlée. « Ma mère aimait les fleurs », dit-elle en touchant délicatement un pétale. Elle disait que les fleurs étaient la preuve que de belles choses pouvaient encore naître dans un endroit laid. Henri resta silencieux, ressentant chaque mot comme une lame. « Ta mère, elle parlait de moi ?» demanda-t-il, incapable de se retenir. Clara le regarda, confuse. « De vous? Pourquoi ?» Henri réalisa son erreur. Il s'était trahi, il avait révélé quelque chose qui n'aurait pas encore dû être dit. « J'ai connu ta mère, » dit-il finalement. « Il y a de nombreuses années. » Clara écarquilla les yeux. « Vous l'avez connue? » ?»« Oui, elle a travaillé pour moi pendant un temps. » Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Clara digéra l'information lentement, puis sa main monta jusqu'au collier. « C'est vous qui le lui avez donné ?» demanda-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix, entre la surprise et l'espoir. Henri hésita, puis hocha la tête. « Oui. » Clara resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était étranglée par l'émotion. Elle ne l'a jamais enlevée. Même quand on n'avait rien, quand on avait faim, quand tout était difficile, elle ne l'a jamais vendue. Elle disait que c'était la chose la plus précieuse qu'elle possédait. Henri sentit ses yeux le piquer. « Elle le gardait parce qu'il venait de vous ?» demanda Clara, le regardant avec ses grands yeux, cherchant des réponses. Henri ne put répondre, il se contenta d'acquiescer, et Clara, lentement, retira le collier de son cou et le lui tendit. « Alors vous devriez le reprendre. »« Non, » dit Henri en reculant. « Ce collier est à toi. Ta mère te l'a laissé. »« Mais elle le gardait à cause de vous, » insista Clara. « Ça veut dire que vous étiez important pour elle. » Henri s'agenouilla devant Clara, se mettant à sa hauteur. « Et tu es importante pour moi, dit-il. Et c'était la vérité la plus pure qu'il ait dite depuis des années. Garde ce collier. Il est à toi et le sera toujours. » Clara regarda le collier dans ses mains, puis Henri, et le remit lentement autour de son cou. « Vous aimiez ma mère ?» demanda-t-elle avec l'innocence brutale que seuls les enfants possèdent. Henri prit une profonde inspiration. « Oui, » répondit-il. « Énormément. » Clara sourit un petit sourire mais sincère. Alors, elle a eu de la chance. Et à cet instant, Henri réalisa quelque chose qui changea tout. Il ne s'occupait pas de Clara uniquement par culpabilité. Il s'occupait d'elle parce qu'il le voulait, parce qu'elle avait ramené quelque chose qu'il croyait avoir perdu pour toujours, la capacité d'aimer. Cette nuit-là, Henri s'assit seul dans la bibliothèque. Le collier de Jeanne était revenu, mais pas comme un fantôme du passé. Il était revenu comme une promesse d'avenir. Clara était vivante, forte, pleine de questions et d'espoir. Et il allait s'assurer que cette fois, sa liberté serait réelle, qu'elle aurait non seulement un toit, mais un foyer, non seulement de la nourriture, mais de la dignité, non seulement la survie, mais la vie. 4 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Clara. Et en 4 semaines, la maison du duc Henri de la Rochefoucauld s'était transformée. Ce n'était pas seulement la présence physique de la fillette, bien que cela suffise en soi. C'était ce qu'elle apportait avec elle, des questions, des rires timides, des pas légers dans les couloirs, l'odeur du savon à la lavande que Madame Hélène utilisait pour lui laver les cheveux. C'était la vie. Henri avait commencé à mieux dormir. Il se réveillait avec un but. Il passait ses après-midi à apprendre à lire à Clara. Elle connaissait quelques lettres, mais rien de plus. Et il découvrit avec surprise qu'il aimait enseigner. Il aimait voir ses yeux briller lorsqu'elle parvenait à déchiffrer un nouveau mot. Il aimait entendre ses questions sur tout, sur les tableaux au mur, sur les étoiles dans le ciel, sur le bruit du vent. Et peu à peu, Henri réalisa quelque chose qui l'effrayait. Il avait peur de la perdre. Ce fut un après-midi pluvieux que tout bascula. Henri était dans la bibliothèque, triant de vieux papiers qu'il avait négligés pendant des années. Clara était à côté de lui,
feuilletant un livre illustré sur les oiseaux. C'est alors qu'il trouva une boîte en bois cachée au fond d'un tiroir. Il s'arrêta, reconnaissant immédiatement cette boîte. Il l'avait rangée là, des années auparavant, et n'avait jamais eu le courage de la rouvrir. « Qu'est-ce que c'est » demanda Clara, curieuse. Henri hésita, puis, lentement, ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, jaunies par le temps, attachées par une ficelle délavée. Des lettres de Jeanne. Il avait oublié qu'elles existaient. Ou peut-être avait-il fait semblant d'oublier, car il est moins douloureux d'ignorer le passé que de l'affronter. Mais maintenant, avec Clara à ses côtés, il ne pouvait plus fuir. « Ce sont des lettres, » dit-il simplement. « De qui ?» Henri la regarda, puis répondit « De ta mère. » Clara écarquilla les yeux. Ses mains tremblèrent légèrement en s'approchant de la boîte, comme si elle était trop sacrée pour être touchée. « Ma mère vous a écrit des lettres ?» Henri hocha la tête, sentant le poids de chaque mot. Elle a écrit après son départ. Pendant un temps, elle donnait encore de ses nouvelles, disait où elle était, comment elle allait. Mais ensuite, les lettres ont cessé d'arriver. Clara déglutit. Ses mains touchèrent délicatement l'une des lettres, mais elle n'eut pas le courage de l'ouvrir. « Vous pouvez me la lire ?» Henri hésita. Il savait que ces lettres contenaient des choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne. Des sentiments qu'il avait enfouis, des vérités qu'il ne savait pas s'il était prêt à affronter. Mais en regardant Clara, cette fillette qui portait le sang de Jeanne, qui portait le collier qu'il lui avait donné, qui avait ramené la lumière dans sa vie, il sut qu'il ne pouvait pas refuser. « Choisis-en une, dit-il. » Clara prit la lettre du dessus. Ses mains tremblaient en la tendant à Henri. Il ouvrit l'enveloppe avec soin, comme si elle allait se désintégrer à tout moment. L'écriture de Jeanne était là, simple, appliquée, celle de quelqu'un qui avait appris à lire tard dans la vie, mais qui mettait son âme dans chaque lettre. Et alors, lentement, Henri commença à lire à voix haute. « Mon cher Henri, voilà 3 mois que je suis parti. Je sais que tu dois te demander pourquoi je suis parti, pourquoi je ne suis pas resté, pourquoi je n'ai pas accepté tout ce que tu m'offrais. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur qu'un jour, tu te réveilles et que tu réalises que je n'avais pas ma place dans ton monde, que l'amour que tu ressentais pour moi n'était que de la pitié, ou pire, que le monde autour de nous nous détruise peu à peu. Je ne voulais pas voir ça arriver. Alors, je suis parti avant que ça n'arrive, mais je veux que tu saches, je n'ai jamais enlevé le collier que tu m'as donné. Je le porte tous les jours, comme si c'était un morceau de toi que j'avais réussi à garder. Et si un jour, les choses sont différentes, peut-être nous retrouverons-nous, avec toute mon affection, Jeanne. » Henri cessa de lire. Sa voix s'était brisée sur la dernière ligne, étranglée par une émotion qu'il ne se savait plus capable de ressentir. Clara pleurait en silence. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne faisait aucun bruit, laissant simplement la douleur et l'amour de cette lettre la traverser. « Elle vous aimait, » murmura Clara. « Elle vous aimait vraiment. » Henri hocha la tête, incapable de parler. « Et vous? Vous l'avez cherché ?» La question tomba comme une accusation, et Henri sentit le poids de la vérité. « Non, répondit-il, et la honte le brûla. Je l'ai laissée partir. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Je pensais qu'elle serait plus heureuse loin de moi. » Clara essuya ses larmes du revers de la main. « Et elle l'a été ?» Henri regarda la fillette, cet enfant qui avait été traité comme un objet, qui s'était enfui, qui avait failli mourir seul sur une route. « Non, » dit-il. Et la douleur de cette réponse était presque insupportable. « Je ne crois pas. » Clara prit une autre lettre. Cette fois, elle l'ouvrit elle-même. Henri l'observa tandis qu'elle tentait de déchiffrer les lettres. Sa lecture était encore lente, mais elle s'améliorait de jour en jour. Elle lut à voix basse, trébuchant sur les mots difficiles. « Henri, j'ai eu une fille. » Clara s'arrêta, regarda Henri avec des yeux écarquillés. « Elle parle de moi ?» Henri sentit son cœur s'emballer. Il prit la lettre de ses mains et continua à lire. « Elle s'appelle Clara.
Elle est née en hiver, petite et fragile, mais forte, si forte. Elle a tes yeux, Henri, les mêmes yeux clairs que toi, et quand elle me regarde, je te vois. Je ne sais pas si je devrais te le dire. Je ne sais pas si tu voudras le savoir, mais il fallait que tu saches qu'elle existe, qu'une partie de nous deux existe, et que peu importe ce qui arrivera, je la protégerai toujours. Henri laissa tomber la lettre. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait plus tenir le papier. « Elle a tes yeux, Henri. » Il regarda Clara, la regarda vraiment, et il vit ses yeux, cette couleur pas tout à fait sombre, mais avec une nuance plus claire, presque noisette. Il avait toujours trouvé ça étrange, il avait trouvé ça beau, mais il ne s'était jamais permis d'y penser, jamais permis de comprendre. Mais maintenant, en lisant ces mots, la vérité explosa en lui comme un coup de tonnerre. Clara n'était pas seulement la fille de Jeanne, Clara était aussi sa fille. Henri resta paralysé. Le monde autour de lui disparut. Il ne restait que cette vérité impossible, dévastatrice, indéniable. Il avait une fille, et elle était là, devant lui, depuis des semaines, et il ne l'avait pas su. « Monsieur !» appela Clara, effrayée par l'expression sur son visage. « Vous allez bien ?» Henri ne put répondre. Il ne pouvait que la regarder, cette fillette qui avait hérité de ses yeux, du visage de Jeanne, de la force de tous les deux. Et alors, pour la première fois depuis des années, Henri de la Rochefoucauld s'effondra. Il tomba à genoux, là, sur le sol de la bibliothèque, et il pleura. Il pleura pour Jeanne, morte seule. Il pleura pour Clara, qui avait souffert des choses qu'aucun enfant ne devrait souffrir. Il pleura pour lui-même, pour le temps perdu, pour les mauvais choix, pour la lâcheté qui l'avait empêché de se battre pour l'amour qu'il avait. Et Clara, sans comprendre entièrement ce qui se passait, mais sentant sa douleur comme si c'était la sienne, s'agenouilla à côté de lui et le serra dans ses bras. « Tout va bien, murmura-t-elle, comme si elle était l'adulte et lui l'enfant. Tout va bien maintenant. » Et Henri, tenant sa fille pour la première fois, vraiment, réalisa que non, tout n'allait pas bien, mais que peut-être, un jour, ça le pourrait. Henri ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans la bibliothèque jusqu'à l'aube, tenant les lettres de Jeanne comme des reliques sacrées. Clara était sa fille. Il se répéta cette phrase 1000 fois dans sa tête, essayant de la rendre réelle, mais elle était aussi impossible qu'inévitable. Tout prenait sens maintenant. Le collier, la fuite de Jeanne, le silence qui avait suivi. Elle était partie parce qu'elle était enceinte, parce qu'elle savait qu'un enfant de lui, un enfant métis, fruit d'un amour interdit, ne serait jamais accepté par la société qui les entourait. Et elle avait choisi de protéger l'enfant comme elle le pouvait en disparaissant. Mais le monde avait été trop cruel. Et Jeanne n'avait pas réussi à garder Clara en sécurité jusqu'au bout. Henri serra les poings, sentant une rage ancienne et renouvelée brûler en lui. Il aurait dû la chercher, il aurait dû se battre, il aurait dû être courageux, mais il ne l'avait pas été. Et maintenant, Clara avait payé le prix de sa lâcheté. Quand le soleil se leva, Henri monta dans la chambre de Clara. Elle dormait encore, enroulée dans les draps propres, le visage paisible pour la première fois depuis des semaines. Il resta là, à l'observer. Elle avait ses yeux, le front de Jeanne, son nez délicat, la force qui venait d'eux deux, sa fille, et il devait lui dire la vérité. Mais comment ? Comment dire à une enfant que vous êtes le père qu'elle n'a jamais connu, le père qui n'était pas là quand on l'a négocié, le père qui ne l'a pas protégée quand il le devait ? Henri prit une profonde inspiration. Il n'y avait pas de bonne façon de le faire, il n'y avait que la vérité, nue, douloureuse et indéniable. Et il allait la lui dire. Clara se réveilla et trouva Henri assis sur une chaise à côté de son lit. Il semblait fatigué, comme s'il n'avait pas dormi, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Bonjour », dit-elle avec hésitation. « Bonjour, Clara », répondit-il, et sa voix était plus basse que d'habitude. Elle s'assit dans le lit, sentant le poids de ce silence. « Vous allez bien ?» Henri sourit, un sourire triste mais sincère. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il. « Quelque chose que j'ai découvert hier, quelque chose qui change tout. » Clara serra les couvertures,
sentant la peur revenir. Chaque fois qu'un adulte disait « Je dois te dire quelque chose », rien de bon ne suivait. « Je n'ai rien fait de mal », dit-elle rapidement. « Je le jure, si vous voulez que je parte, je... » « Non, » l'interrompit Henri en levant la main. « Ce n'est pas ça. Tu n'as rien fait de mal, et tu ne partiras pas. » Clara se détendit un peu, mais restait tendue. Henri prit une profonde inspiration, puis lentement commença à parler. « Tu sais que j'ai connu ta mère, que je lui ai donné ce collier, mais il y a plus, bien plus. » Clara resta silencieuse, attendant. « J'ai aimé ta mère, Clara. Je l'ai vraiment aimée, et elle m'a aimé aussi. Mais nous vivions dans un monde qui n'acceptait pas ça. Elle était une femme noire, affranchie, mais encore marquée par tout ce qu'elle avait vécu. Et moi, j'étais un duc, un homme blanc, avec un nom, du pouvoir. » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « Ta mère est partie parce qu'elle savait que rester près de moi serait dangereux pour elle, et pour toi. » Clara écarquilla les yeux. « Pour moi ?» Henri hocha la tête. « Elle est partie parce qu'elle était enceinte, Clara. Elle est partie parce qu'elle allait avoir un enfant, mon enfant. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Clara le dévisagea, traitant lentement chaque mot. « Vous êtes en train de dire que... »« Je suis ton père, » dit Henri, et sa voix se brisa. « Clara, tu es ma fille. » Clara resta paralysée. Son esprit ne parvenait pas à l'assimiler, à assembler les pièces. Il était son père, l'homme qui s'était arrêté sur la route, qui l'avait sauvée, qui avait pris soin d'elle. C'était son père. « Non, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Ce n'est pas possible. Ma mère elle n'a jamais dit... » « Elle ne l'a pas dit parce qu'elle te protégeait, » expliqua Henri. « Si quelqu'un avait su que tu étais la fille d'un duc, tu aurais été une cible, on t'aurait utilisée, ou pire. » Clara sentit les larmes commencer à couler. « Alors vous le saviez depuis le début ?»« Non, » répondit Henri avec urgence. « Je ne le savais pas, je le jure. Je ne l'ai découvert qu'hier en lisant les lettres. Ta mère ne me l'a jamais dit. Elle est partie sans rien dire, et moi, je ne l'ai pas cherchée. » Il baissa la tête, incapable d'affronter le regard de Clara. « J'ai failli à sa mémoire, et j'ai failli envers toi. » Clara ne savait que ressentir. Colère, soulagement, confusion, tout à la fois. Elle avait passé sa vie seule, sans père, sans mère, sans personne. Et maintenant, elle découvrait qu'elle avait un père, qu'il était vivant, qu'il était là. Mais elle découvrait aussi qu'il n'avait pas été là quand elle en avait eu besoin. « Pourquoi ne l'avez-vous pas cherché ?» demanda Clara, et la douleur dans sa voix était insupportable. « Si vous l'aimiez tant, pourquoi l'avez-vous laissé partir ?» Henri sentit chaque mot comme une lame. « Parce que j'étais un lâche, » répondit-il, et c'était la vérité la plus nue qu'il pouvait lui offrir. « Parce que j'ai eu peur, peur de ce que les gens diraient, peur de perdre mon nom, ma position. Et à la fin, à cause de cette peur, j'ai perdu tout ce qui comptait. » Il leva les yeux vers Clara, les siens remplis de larmes. « Mais je n'échouerai plus, Clara. Je te le jure. Tu es ma fille, et je prendrai soin de toi. Je te protégerai, peu importe ce que les autres diront. » Clara resta silencieuse un long moment. Puis, lentement, elle demanda « Et si je ne veux pas que vous soyez mon père ?» La question frappa Henri avec une force brutale, mais elle était juste, il le savait. « Alors je le respecterai, » dit-il, la voix étranglée. « Mais tu resteras ici quand même, parce que tu es ma fille et que je t'aime, même si tu ne m'aimes pas en retour. » Clara le regarda longuement, étudiant son visage, cherchant des signes de mensonge, de piège, de danger. Mais tout ce qu'elle vit fut de la douleur, du regret, et quelque chose qu'elle n'avait jamais vu diriger vers elle, de l'amour. Et lentement, très lentement, elle tendit la main. Henri regarda cette petite main, tremblant légèrement, puis, avec précaution, la prit. « Je ne sais pas si j'arriverai à vous appeler papa, » dit Clara à voix basse. « Pas encore, mais je veux bien essayer. »
Henri sentit quelque chose se briser en lui. Non pas de douleur, mais de soulagement. « C'est tout ce dont j'ai besoin », murmura-t-il. Et là, dans cette chambre silencieuse, un père et sa fille s'étreignirent pour la première fois. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas facile, mais c'était réel. Dans cette France post-abolition, les familles comme la leur étaient rares. Les enfants métis de seigneurs blancs existaient par milliers, mais presque toujours cachés, niés, abandonnés. La société acceptait que les hommes blancs aient des relations avec des femmes noires, mais n'acceptait pas qu'ils les aiment, qu'ils les reconnaissent, qu'ils assument leurs enfants. Henri savait qu'en assumant publiquement Clara, il briserait l'une des règles les plus profondes de ce monde. Mais il s'en fichait. Il avait perdu Jeanne en obéissant à ses règles. Il n'allait pas perdre Clara aussi. Cet après-midi-là, Henri appela Madame Hélène et Julien. Il les réunit dans le salon et dit clairement « Clara n'est pas seulement une invitée. Elle est ma fille, et à partir d'aujourd'hui, je veux que vous la traitiez comme telle. » Madame Hélène écarquilla les yeux, mais ne montra aucun choc. En fait, elle sourit. « Je le savais déjà, monsieur le duc, » dit-elle simplement. « Elle a votre regard et les manières de Jeanne. » Henri cligna des yeux, surpris. « Vous saviez ?» ?»« Je m'en doutais, » corrigea-t-elle. « Mais ce n'était pas ma vérité à raconter, c'était la vôtre. » Julien se contenta d'acquiescer respectueusement. « Elle sera bien traitée ici, votre Excellence. Elle l'a toujours été. » Henri sentit un poids s'enlever de ses épaules. Sa fille avait un foyer et il avait enfin une famille. Mais cette nuit-là, alors que tout semblait s'arranger, des coups violents à la porte brisèrent la paix. C'était un messager. Il apportait une lettre. Henri l'ouvrit, la lut et sentit son sang se glacer. « J'ai appris que vous hébergez une esclave en fuite. J'exige que vous me la rendiez immédiatement, ou je prendrai les mesures légales qui s'imposent. » Signé par l'homme qui avait acheté Clara illégalement. Henri froissa la lettre, la rage brûlant en lui. Ils allaient essayer de lui prendre sa fille, mais il ne les laisserait pas faire. Plus jamais. Henri ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans la bibliothèque, la lettre froissée sur la table, planifiant chaque étape. L'homme qui avait acheté Clara illégalement viendrait. C'était certain. Et il viendrait armé, non seulement d'armes à feu, mais de l'arme la plus puissante de l'époque, la crédibilité sociale. Henri était un duc, mais un duc solitaire, oublié, sans influence politique depuis des années. L'autre homme, un riche propriétaire terrien, bien connecté, respecté dans la région, avait un pouvoir réel. Et s'il disait que Clara était sa propriété, beaucoup le croiraient, car la France post-abolition ne savait pas encore faire la différence entre la liberté sur le papier et la liberté dans les faits. Mais Henri avait une chose que l'autre homme n'avait pas, l'amour, et il allait se battre. Le lendemain matin, Henri appela Clara. Elle descendit les escaliers, encore en chemise de nuit, les yeux gonflés d'avoir pleuré la veille. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, en voyant l'expression grave sur son visage. Henri hésita, puis décida qu'elle méritait la vérité. « L'homme qui te gardait illégalement comme esclave, il sait que tu es ici, et il va essayer de te reprendre. » Clara devint pâle. Ses mains se mirent à trembler. « Il va me rattraper. »« Non, » répondit Henri fermement. « Il ne le fera pas, parce que je ne le laisserai pas faire. » Clara le dévisagea, cherchant une certitude dans son regard, et la trouva. « Vous le promettez ?» Henri s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains entre les siennes. « Clara, j'ai failli avec ta mère. Je l'ai laissée partir parce que j'ai eu peur. Mais je ne faillirai pas avec toi. Quoi qu'il arrive, tu restes ici avec moi, pour toujours. » Et pour la première fois, Clara le crut. Le propriétaire terrien arriva à midi. Il amena 3 hommes armés et un document falsifié qui prétendait que Clara avait des dettes contractuelles envers lui. Henri les reçut sur le seuil, sans les inviter à entrer. « Je suis venu chercher ma propriété », dit l'homme en crachant les mots avec arrogance. « Elle n'est pas votre propriété.
répondit Henri, la voix calme mais mortelle. Elle est ma fille. Le silence qui suivit fut tendu. Les hommes armés échangèrent des regards. Le propriétaire eut un rire sec. Votre fille? Un duc avec une fille noire? C'est ridicule. Ridicule ou non, c'est la vérité, dit Henri. Et j'ai des documents qui prouvent qu'elle est née libre, fille de Jeanne, femme légalement affranchie par moi-même il y a 15 ans. Et j'ai son acte d'affranchissement enregistré avec le sceau officiel. Il sortit les documents qu'il avait préparés pendant la nuit. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient légaux. Et plus important, ils étaient vrais. Le propriétaire plissa les yeux. Ça ne change rien. Elle me doit du travail. J'ai investi en elle. Investi en quoi? Rétorqua Henri, et il y avait maintenant du feu dans sa voix. En maintenant une enfant libre en esclavage? C'est un crime. Et si vous insistez, je porterai cette affaire devant le préfet, et je m'assurerai que tout le monde sache ce que vous avez fait. Le propriétaire fit un pas en avant, menaçant. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Plus personne ne se soucie de vous depuis des années. Henri ne recula pas. Peut-être, mais j'ai encore un nom, des avocats et de l'argent. Et vous? Vous n'êtes qu'un criminel qui réduit des enfants en esclavage. Les deux hommes se dévisagèrent. La tension était palpable. Puis, lentement, le propriétaire recula. « Ce n'est pas fini, dit-il en se retournant. Vous le regretterez. » Henri le regarda partir, et quand la poussière retomba, il sentit ses jambes trembler. Mais il avait gagné. Clara était en sécurité. Cette nuit-là, pour la première fois, Clara appela Henri « papa ». Ce fut un mot minuscule, presque inaudible, mais il l'entendit. Et quand il l'entendit, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il en avait oublié le nom. Le bonheur. Les mois qui suivirent apportèrent des changements. La maison reprit des couleurs. Les jardins furent replantés. Clara apprit à lire couramment. Madame Hélène lui apprit à cuisiner. Julien lui apprit à s'occuper des chevaux. Et Henri se remit à vivre. Il n'était pas parfait. Il portait encore sa culpabilité. Le manque de Jeanne le hantait encore. Il se réveillait parfois la nuit, en pensant à tout ce qu'il avait perdu. Mais maintenant, il se réveillait aussi en pensant à tout ce qu'il avait gagné. Une fille, une raison d'être, un avenir. Un après-midi d'hiver, Clara et Henri étaient assis dans le jardin. Elle venait d'avoir 11 ans. Elle était plus forte, plus confiante. Le collier de Jeanne brillait à son cou comme toujours. « Papa » dit-elle, et le mot sortait maintenant naturellement. « Tu crois que maman serait heureuse ?» Henri la regarda, cette fillette sauvée du seuil de la mort, qui avait découvert qu'elle avait un père, qui avait enfin trouvé un foyer. « Je le crois, oui », répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je crois qu'elle serait très heureuse. » Clara sourit, puis demanda « Et toi, tu es heureux ?» Henri prit une profonde inspiration, regarda autour de lui la maison qui avait repris vie, les jardins qui refleurissaient, la fille qui avait ramené la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. « Je le suis, » répondit-il, « pour la première fois depuis des années. Je suis heureux. » Clara lui prit la main, et ils restèrent là en silence, tandis que le soleil se couchait. Deux survivants, deux âmes perdues qui s'étaient retrouvées. Une famille née non pas du sang, bien que le sang fût là, mais du choix. Henri avait appris quelque chose qui avait tout changé. La rédemption n'efface pas le passé, mais elle donne un sens à l'avenir. Il ne pourrait jamais sauver Jeanne, jamais remonter le temps et être l'homme qu'il aurait dû être, mais il pouvait être le père dont Clara avait besoin maintenant. Et cela, découvrit-il, suffisait. Non pas parce que cela effaçait la douleur, mais parce que cela créait quelque chose de nouveau par-dessus. L'amour, un foyer, la vie. Et dans cette maison, qui n'avait été que pierre et silence, naquit quelque chose qu'aucun décret, aucune abolition, aucune loi ne pouvait créer seul. La vraie liberté. Pas la liberté qui vient d'un papier signé, mais la liberté qui vient du fait d'être aimé, d'avoir sa place, d'avoir quelqu'un qui se bat pour vous, de savoir que quoi qu'il arrive, vous n'êtes plus seul.
Et tandis que Clara grandissait dans cette maison, apprenant, riant, vivant, Henri découvrit qu'en la sauvant, il s'était en fait sauvé lui-même. Il y a des blessures que l'on porte toute sa vie, et il y a des gens qui arrivent non pas pour les effacer, mais pour nous apprendre qu'il est encore possible de fleurir avec elles. Henri a perdu l'amour de sa vie parce qu'il a eu peur, mais quand la fille dont il ignorait l'existence est apparue sur son chemin, il a enfin compris. La rédemption, ce n'est pas revenir en arrière pour réparer le passé. C'est choisir d'être différent, maintenant. C'est avoir le courage d'aimer quand tout a déjà été détruit. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, ou si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, laissez un pouce bleu pour que des récits comme celui-ci continuent d'être racontés. Des histoires qui nous rappellent que l'amour, même quand il arrive tard, même quand il naît des cendres, reste la chose la plus puissante qui soit. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'il est possible de se racheter de ses erreurs passées grâce à l'amour? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contes de rédemption, de recommencement et d'amour impossible qui défient le temps. À la prochaine histoire.